Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question fascinante. Comment le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui a-t-il vraiment commencé à prendre forme ? Pensez-y, en à peine un siècle entre le 15e et le 16e, tout bascule. On va voir comment l'Europe, qui était alors un peu en marge, s'est retrouvée projetée au centre du jeu mondial, connectant tous les continents. On va parler de l'ouverture atlantique. C'est un moment charnière qui a non seulement redessiné les cartes, mais qui a aussi posé les bases de notre économie mondiale. Une histoire faite de richesse, oui, mais aussi d'une violence inouïe. C'est une histoire de découverte, bien sûr, mais aussi et surtout de conquête. Et vous allez voir que les questions qu'elle soulève, elles sont toujours d'actualité. Alors, pour bien comprendre ce basculement, voilà le plan de route qu'on va suivre, en 5 étapes logiques. D'abord, on va poser le décor. Pourquoi est-ce que pour les Européens, le monde semblait se refermer sur lui-même ? Ensuite, on verra ce qui les a poussés à prendre le large, direction l'Atlantique. Troisième point, crucial, le choc, la rencontre brutale avec les civilisations américaines. Après ça, on décortiquera le système économique qui s'est mis en place, et enfin, on verra comment tout ça a jeté les bases d'une toute première mondialisation. Allez, on plonge directement au milieu du XVe siècle. Essayez d'imaginer. L'Europe est encore très marquée par le Moyen-Âge. Son cœur économique y bat où ? En Méditerranée. Ce sont les cités italiennes comme Venise ou Gênes qui font la loi dans le commerce avec l'Orient. Sauf que, tout cet équilibre, il est sur le point de s'effondrer. Pourquoi ? Parce qu'à l'Est, une nouvelle superpuissance est en train de rebattre complètement les cartes. Et cette puissance, c'est l'Empire ottoman. Regardez la carte. Son expansion est fulgurante et elle atteint son apogée en 1453 avec la prise de Constantinople. Pour l'Europe chrétienne, c'est un véritable choc, un séisme. D'un coup, les routes commerciales habituelles vers l'Asie, celles qui permettent d'aller chercher les épices, sont coupées. Et les épices, à l'époque, c'est pas juste pour donner du goût, c'est crucial pour conserver la viande, c'est un marqueur de richesse. Bref, c'est le pétrole du XVe siècle. Et maintenant, ces routes sont contrôlées par un empire concurrent. Résultat, l'accès aux richesses de l'Orient devient hyper compliqué et surtout hors de prix. Et voilà le problème qui va littéralement obséder les souverains et les marchands européens. La question c'est comment on fait pour contourner ce fameux verrou ottoman ? C'est une question de survie économique. Celui qui trouvera une nouvelle route vers les Indes, il décrochera le jackpot. C'est cette obsession qui va transformer l'océan Atlantique, cet océan qui faisait peur, rempli de monstres et de mystères, en un océan d'opportunités. Une véritable course contre la montre est lancée. Et dans cette course, il y a 2 royaumes qui vont prendre une longueur d'avance, le Portugal et l'Espagne. Alors pourquoi eux, justement ? Plusieurs raisons. D'abord, la géographie, c'est évident, ils sont juste là, en première ligne sur l'Atlantique. Et puis il y a le contexte, ils viennent de finir leur reconquiste, la reconquête de la péninsule sur les royaumes musulmans. Ça leur donne quoi ? Une sacrée expérience militaire et une énorme envie de continuer leur expansion, pour des raisons à la fois religieuses et bien sûr commerciales. C'est eux qui vont oser faire ce pari un peu fou, trouver l'Est en partant plein ouest. Et là, regardez cette frise chronologique. Tout s'accélère à une vitesse folle. En l'espace d'une seule génération, toutes les certitudes volent en éclats. D'abord, 1492, Christophe Colomb, qui est persuadé d'arriver en Asie, tombe sur un continent dont personne en Europe ne soupçonnait l'existence. C'est une révolution dans les têtes. À peine 6 ans plus tard, en 1498, les Portugais, eux, réussissent leur coup. Avec Vasco de Gama, ils contournent l'Afrique et ouvrent la route des Indes, le jackpot. Et pour couronner le tout, l'expédition de Magellan, entre 1519 et 1522, réalise le premier tour du monde. La preuve est faite, la Terre est bien ronde et on peut en faire le tour. Le monde vient littéralement de changer de dimension. Cette carte, elle résume tout. Suivez les tracés. En vert, les routes portugaises qui descendent le long de la côte africaine. En orange, les routes espagnoles qui foncent droit dans l'inconnu, à travers l'Atlantique. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas de simples balades en mer, ce sont des expéditions incroyablement risquées, financées par les États qui pulvérisent les frontières du monde connu. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, tout simplement. Mais attention, là c'est un point très important. Il faut absolument se méfier d'une vision un peu trop romantique de ces explorations. Le mot découverte, il faut le mettre entre guillemets. Parce que ce que les Européens appellent le Nouveau Monde, ce n'est pas du tout une rencontre pacifique. C'est le point de départ d'une conquête d'une violence extrême et d'une véritable catastrophe humaine pour les peuples qui vivaient là depuis des milliers d'années. Parce que non, l'Amérique n'était pas un continent vide, loin de là. Il abritait des civilisations incroyablement développées. Prenez Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque. Regardez cette reconstitution. C'est une métropole de plus de 200 000 habitants. À la même époque, c'est beaucoup plus grand que Paris ou Londres. C'était une ville fascinante, construite sur un lac, avec une organisation sociale et politique très complexe. Une vraie puissance. Maintenant, écoutez ce que raconte un soldat espagnol, Bernal Díaz del Castillo, qui a participé à la prise de la ville en 1521. Je cite « Toutes les maisons étaient pleines d'Indiens morts. Au milieu des cadavres, quelques pauvres Mexicains qui n'avaient pas la force de sortir. » Le témoignage est glaçant.
Il nous fait basculer de la splendeur de la cité aztèque à l'horreur absolue de la conquête. C'est une scène de guerre, de mort, de désolation totale. Et les chiffres sont terrifiants. Ils confirment l'ampleur de la catastrophe. On estime qu'il y avait à peu près 20 millions d'habitants dans la région de l'Empire aztèque à l'arrivée des Espagnols. Un siècle plus tard, à peine 1 million. C'est un effondrement. Alors comment l'expliquer ? Il y a bien sûr la violence des combats, le travail forcé, mais la cause principale, et de loin, c'est ce qu'on appelle le choc microbien. Les Européens ont amené avec eux des maladies comme la variole ou la rougeole, des maladies qui étaient inconnues en Amérique. Les populations locales n'avaient absolument aucune défense immunitaire. C'était une arme biologique involontaire mais redoutablement efficace. Et sur les ruines de ces grandes civilisations, les Espagnols et les Portugais vont construire un tout nouveau système. Un système économique entièrement tourné vers une chose, l'exploitation. L'exploitation des richesses et l'exploitation des peuples. Le symbole de ce nouveau système, c'est le port de Séville, en Espagne. Ça devient la plaque tournante de l'économie mondiale. C'est là, et seulement là, qu'arrivent les immenses convois de bateaux, les galions, chargés à ras-bord de l'or et de l'argent des Amériques. L'image que vous voyez montre bien l'effervescence de cette ville qui devient l'une des plus riches du monde. C'est le cœur nucléaire de l'Empire espagnol. Et de quelle richesse parle-t-on ? Tenez-vous bien, 16 000 tonnes. C'est la quantité d'argent qui serait arrivée en Espagne depuis les Amériques rien qu'au XVIe siècle. 16 000 tonnes, c'est un chiffre absolument colossal. Cet afflux de métal précieux va complètement bouleverser l'économie européenne. Il va créer des fortunes immenses, mais aussi, revers de la médaille, une énorme inflation. C'est ce que les historiens appellent la révolution des prix. Mais il faut tout de suite se poser la question d'où vient tout cet argent ? Qui l'a extrait ? Cette gravure nous donne la réponse, et elle est terrible. On est dans les mines de Potosí, en Bolivie actuelle. C'est là qu'on a découvert des filons d'argent gigantesques. Pour l'extraire, les Espagnols ont mis en place un système de travail forcé hérité des Incas, la mita. Des milliers d'Amérindiens étaient contraints d'y travailler dans des conditions abominables. On a surnommé Potosí la montagne qui mange les hommes. Il ne faut jamais l'oublier, la richesse de l'Europe s'est bâtie sur la souffrance de millions de personnes. Et comme la population amérindienne s'effondre, les colons européens ont besoin de main-d'œuvre. Ils vont aller la chercher ailleurs, en Afrique. C'est le début d'un commerce effroyable, la traite négrière atlantique. Regardez le graphique. Rien qu'avant 1675, c'est déjà plus d'1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants africains qui sont capturés et déportés de l'autre côté de l'océan pour travailler comme esclaves, principalement au Brésil, dans les plantations de canne à sucre. C'est le deuxième pilier de cette économie de prédation. Alors, si on met tout ça bout à bout, des métaux précieux qui traversent l'Atlantique, des produits manufacturés qui partent d'Europe, des êtres humains déportés d'Afrique, tous ces flux, ça crée un système totalement nouveau, un système-monde. C'est ce que les historiens appellent la première mondialisation. Pour la première fois, toutes les parties du monde sont connectées. Mais attention, ce n'est pas une connexion entre égaux. C'est un monde déjà très hiérarchisé et dominé par l'Europe. Justement, un petit point définition, c'est important. C'est quoi la mondialisation ? C'est l'ouverture des économies et la mise en relation des différentes parties du monde. Bien sûr, celle du XVIe siècle n'a rien à voir avec la nôtre, mais la rupture est là. Pour la toute première fois de l'histoire, des flux économiques, mais aussi humains et culturels, connectent de manière durable l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Cette carte est une super synthèse de ce nouveau système. On peut suivre les flux, regardez, l'argent des Amériques part vers l'Europe. D'ailleurs, une partie de cet argent repart même vers l'Asie pour payer les épices. Dans l'autre sens, les produits fabriqués en Europe partent vers l'Afrique et l'Amérique. Et puis, il y a ce flux tragique, les esclaves arrachés à l'Afrique pour être exploités en Amérique. Vous reconnaissez là les bases du commerce triangulaire. Et au centre de tout ça, qui tire les ficelles ? L'Europe. Bon, on arrive à la fin de notre analyse, on a vu comment ce grand basculement atlantique a littéralement fabriqué un nouveau monde. Mais attention, encore une fois, à ne pas simplifier. Il ne faut pas croire que toute l'Europe applaudissait des deux mains. Dès le XVIe siècle, des voix, certes minoritaires, se sont élevées pour dénoncer la violence de la conquête. Et l'une des voix les plus puissantes, c'est celle de Michel de Montaigne, un grand philosophe humaniste de la Renaissance. Qu'est-ce qu'un humaniste ? C'est quelqu'un qui met l'homme et la raison au cœur de sa pensée. Et voilà ce qu'il écrit en 1588, dans ses essais. Il dit « Notre monde vient d'en trouver un autre. Nous nous sommes servis de leur ignorance et de leur inexpérience pour les plier plus facilement vers la trahison, la luxure, l'avarice et vers toutes sortes d'inhumanité et de cruauté. » C'est incroyable de lucidité pour l'époque. Vous entendez ? Il ne parle pas de barbares ou de sauvages, il parle d'un monde autre. Et il retourne l'accusation. La cruauté, l'inhumanité, elle est de notre côté, du côté des Européens. Ça, c'est un parfait exemple de ce qu'on attend de vous dans une étude critique de documents. On va appliquer la méthode ensemble. Étape 1, on identifie la thèse de l'auteur. Ici, c'est clair, Montaigne prend le contre-pied total des idées de son temps. Il inverse la perspective.
Étape 2, on contextualise. Pourquoi écrit-il ça? Il ne faut pas oublier que Montaigne vit en France en pleine guerre de religion. La violence, la barbarie, il la voit tous les jours chez lui. Ça le rend hypersensible à celle des conquistadors. Et enfin, étape 3, la critique. Est-ce qu'il faut prendre ce texte au pied de la lettre? Pas tout à fait. Sa vision des Amérindiens est un peu idéalisée. En fait, son but principal, c'est de tendre un miroir à la société européenne pour lui montrer sa propre violence. Et cette question posée par Montaigne il y a plus de 4 siècles, elle est toujours aussi pertinente aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Quand on parle des rapports de domination nord-sud, des inégalités de richesse, des débats sur l'héritage de la colonisation, eh bien, on parle encore et toujours des conséquences de cette première mondialisation. L'histoire n'est jamais finie. Allez, pour finir, une petite fiche de révision pour bien fixer les idées. Retenez les dates clés, les acteurs majeurs et les notions essentielles qu'on a définies ensemble. Pour la méthode, souvenez-vous de la structure de base qui marche toujours. Pour une composition, cause, déroulement, conséquence. Et enfin, l'erreur à ne surtout pas commettre, utiliser le mot découverte sans réfléchir. Comme on l'a vu, ce mot est un point de vue, celui des Européens. Pour les peuples d'Amérique, 1492, ce n'est pas une découverte, c'est le début d'une invasion. C'est en gardant cette complexité à l'esprit qu'on fait vraiment de l'histoire. Merci de votre attention.